Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Face à l'expert du groupe d'action et de réflexion sur les politiques sociales transformatrices en Afrique. Aujourd'hui, nous parlons du rôle crucial que jouent les élus locaux dans la mise en œuvre des politiques sociales transformatrices en Afrique de l'Ouest. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Monsieur Mohamed Doudouane, expert en décentralisation qui, aujourd'hui, va nous aider à mieux comprendre le rôle de ces élus locaux-là et ce, dans la mise en œuvre des politiques sociales, particulièrement dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Monsieur Wan, je vous donne la parole pour que vous vous présentiez très rapidement. Ravi heureux de vous retrouver, Dr Ndeye Faty Sarr. Je m'appelle Mohamed Doudouane, expert en décentralisation, chercheur freelance dans le domaine du développement local. Et je suis heureux de répondre à votre question. Dr Ndeye Faty Sarr. Merci beaucoup, Monsieur Wan, et encore donc heureuse de vous retrouver dans le cadre donc de notre podcast Face à l'expert. Et sans plus tarder, moi, je vais commencer par vous demander, par rapport à la thématique qui a été retenue aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces élus locaux-là dont il est question justement? Merci, docteur. Les élus locaux, c'est des personnes et des femmes qui sont choisis par le truchement d'un vote pour réaliser le bonheur des citoyens dans des circonscriptions particulières que l'on appelle les collectivités territoriales. De ce point de vue, l'élu local est une manifestation éclatante de la démocratie locale. Donc, de façon triviale, voilà ce qu'on peut dire des élus locaux. Et par exemple, on peut donner comme illustration, le maire est un élu local. Le président du conseil départemental également est un élu local au Sénégal, de même que les conseillers municipaux et les conseillers départementaux. Donc voilà de façon très ramassée la définition qu'on peut donner de façon basique de l'élu local. Excellent. Donc, si je comprends bien, l'élu local, c'est vraiment l'acteur qui se trouve en première ligne dans le cadre justement de la thématique qu'on avait déjà abordée, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, qu'on avait abordée concernant la décentralisation et ses liens avec les politiques sociales. Et donc là, nous allons tout simplement focuser sur les acteurs principaux qui sont impliqués dans le cadre de ce dispositif donc de gouvernance locale. Et donc, Monsieur Wan, en tant qu'expert en décentralisation, donc qui maîtrisait bien cette thématique et cette problématique-là, alors quel diagnostic est-ce que vous poseriez des actions justement de ces élus locaux-là et ce à la lumière donc de vos expériences de recherche et d'études et ce dans la mise en œuvre des politiques sociales? Globalement, docteur Ndeye Faty Sarr, le travail des élus locaux, notamment des maires, n'est pas très bien perçu par les populations à la base. De toute façon, il y a une insatisfaction diffuse des populations par rapport aux interventions des élus locaux, par rapport aux politiques sociales qui sont déroulées. Cela veut dire que les populations ne sont pas satisfaites par rapport aux politiques sociales mises en œuvre. Et dans beaucoup de domaines, dans mes domaines, on peut relever cette insatisfaction-là. Nos villes et nos villages sont marqués par une grande insalubrité. Rien que cela justifie vraiment l'insatisfaction des populations. Si vous allez au marché de Sor à Saint-Louis-l'Hivernage, c'est un capharnaüm total, une insalubrité totale. Et les populations sont rébutées, sont frustrées. C'est ce qui explique aussi qu'une enseigne comme Auchan, vraiment, est très bien appréciée. Pourquoi? Parce que le marché n'est pas bien entretenu. Et ça, c'est une insatisfaction diffuse. Dans d'autres domaines, on peut trouver également l'insatisfaction des populations par rapport, par exemple, aux activités génératrices de revenus dont les maires sont incapables d'avoir un levier ou de pousser le levier sur l'économie. Donc, sur le plan économique, donc, il y a une panne un déficit de prise en charge des activités économiques. On est incapable de promouvoir des activités génératrices de revenus. Et ça, c'est vraiment une faille qui entache l'image de l'élu local. Donc, l'image de l'élu local ne passe pas globalement dans nos pays, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal particulièrement. Donc, cette image-là est une image écornée. Et je vous ai parlé de l'insalubrité de nos villes, de l'incapacité à promouvoir le développement économique et de la sécurité. Parce que vous voyez, par exemple, les mendiants, les petits talibés là, qui sont dans nos rues, qui peuplent nos rues, comme qui dirait que ce n'est pas de la compétence des élus locaux. Alors que c'est de leur compétence, parce que la jeunesse, donc ce qui fait de la jeunesse, c'est une compétence qui revient
aux collectivités territoriales. Donc, globalement, les populations ne sont pas satisfaites des interventions de nos élus locaux. Et cela est d'autant plus vrai que même beaucoup de nos populations ignorent même le nom de leur maire. Et ça, c'est un désaveu. C'est un désaveu suprême. Donc le diagnostic qu'on peut faire, ce n'est pas un diagnostic vraiment positif. On peut dire que vraiment, au niveau des actions, vraiment, les populations ne sont pas satisfaites. Les populations ne sont pas satisfaites des politiques qui sont mises en œuvre, particulièrement dans le domaine social. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du diagnostic qu'on peut poser. Merci beaucoup, Monsieur Wan, donc, pour cette analyse pertinente donc, des enjeux et des contraintes que vous avez bien identifiées. Moi, j'ai envie de vous demander justement, vous dites que les populations ne sont pas satisfaites donc des services qui sont rendus au niveau local. Mais moi, j'ai envie de vous dire, mais justement, vous parlez de domaines. Quels sont les domaines de compétences? Est-ce que les populations connaissent quels sont les services qui sont en droit d'attendre justement de ces acteurs-là au niveau local? Est-ce que vous avez une petite idée un peu de ça? Est-ce qu'elles savent qu'il y a des services? Quels sont les domaines de compétences justement des collectivités locales, les services auxquels ces populations-là sont en droit de demander? C'est une question très pertinente. Vous savez que les populations sont au courant ou sont informées maintenant des compétences transférées. Il y a une palette de compétences transférées. Il y a une compétence en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de sport, en matière de culture, etc. Donc, en matière d'urbanisme, en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Donc, les populations sont d'agriculture, d'élevage, de pêche, de la pêche. Donc, les populations sont très bien informées des compétences des collectivités territoriales. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand vous prenez un domaine très précis, comme dans le domaine de l'éducation, l'intervention des mairies se résume à donner 2 cahiers, 3 stylos au début de l'année. Et ça, c'est vraiment ridicule. Hein? C'est ridicule, c'est UBS. Donc, dans beaucoup de domaines, la mairie brille par son absence, dans les domaines que je viens de vous citer. Et même dans le domaine de l'urbanisme, on autorise des lotissements dans des zones non édificantes, c'est-à-dire dans des zones inondables. Vous voyez bien, à Diakhaye, on a déplacé les populations pour les mettre à Diakhaye. Il y a également l'inondation. Ça, c'est ridicule. Vous déplacez les populations pour les préserver des inondations, vous les remettez dans une zone où il y a marécageuse, où il y a l'inondation. Donc, puisse être le domaine que vous prenez, le domaine de compétences que vous prenez, la mairie est incapable d'apporter une réponse satisfaisante au niveau qui soit bien ressenti par les populations. Je vous ai dit que même le nom des maires est ignoré des populations. Lors des élections, on a élu des maires dont on ignorait le visage et le nom. Ça, c'est aussi vrai. Vous voyez bien, les maires ne passent pas. Parce que dans beaucoup de domaines de compétences, le maire n'arrive pas à apporter une réponse, les élus locaux, de façon globale, n'arrivent pas à apporter des réponses satisfaisantes aux populations. Tout à fait. Merci beaucoup. Et pour rappel, vous aviez parlé des principales contraintes auxquelles justement ces collectivités locales-là font face, notamment les contraintes financières, c'est-à-dire de financement même de leurs activités. Et je ne sais pas, est-ce que vous pourriez revenir là justement, puisqu'on parle de ces acteurs-là aujourd'hui. Et aussi, vraiment très concrètement, moi j'ai envie de savoir, puisque le diagnostic, il est là, hein, il a été posé, et voilà, le diagnostic est vraiment très peu reluisant, si je puis m'exprimer ainsi, très peu satisfaisant, on va dire. Et dans ce cas-là, quels sont les leviers selon vous qu'il faudrait alors activer, hein, des leviers concrets, hein, qu'il faudrait vraiment activer pour que ces actions-là, les actions des élus locaux puissent avoir vraiment des impacts, on va dire, des retombées probantes sur les politiques sociales, sur les populations. Et ça, je pense notamment, je pense très clairement donc aux retombées, aux incidences, aux effets donc de ces actions-là sur les populations en termes de politique sociale. Quels sont les leviers concrets, hein, compte tenu du diagnostic que vous venez de poser? Qu'est-ce que alors vous pensez qu'il est possible de faire pour dépasser ce stade-là et aller de l'avant vers vraiment des institutions et des acteurs qui travaillent beaucoup dans le sens souhaité?
Merci, docteur. Moi, je soutiens mordicus que le rôle ou la fonction d'une collectivité territoriale est l'épanouissement du citoyen. L'épanouissement du citoyen par le biais de politiques sociales transformatrices. Épanouissement du citoyen au moyen de politiques sociales transformatrices. Épanouissement du citoyen à l'aide de politiques sociales transformatrices. Encore faudrait-il, pour avoir vraiment des mesures impactantes au niveau social, il faudrait, bien ce que vous l'avez dit, sur des leviers. Le levier, c'est l'économie. Il faut booster l'économie locale. Maintenant, comment booster l'économie locale? En encourageant l'entrepreneuriat, et surtout l'entrepreneuriat féminin, et en essayant d'aider tout simplement le secteur informel. Le secteur informel est un vivier important. Or, aujourd'hui, tout est fait pour contrecarrer le secteur informel, alors que ce n'est pas bon. Les jeunes qui font Jakarta, c'est-à-dire les jeunes qui ont des motos et qui font une activité de livraison de marchandises, mais ces jeunes-là, du transport, ces jeunes-là, il faudrait vraiment leur apporter un soutien. Les marchands ambulants, on pourrait trouver des plages horaires pour leur permettre dans nos rues de pouvoir vendre à des heures fixes, tout simplement au lieu de les décourager, parce qu'au moins ils ont entrepris quelque chose. Donc, le levier sur lequel il faut se fonder, c'est l'économie. Il faut booster l'économie. Et aujourd'hui, un maire comme le maire de Londres, le maire Sir Khan, Sadiq Khan, il est venu au Nigeria, au Ghana, pour rencontrer des entrepreneurs ghanéens et nigériens. Ça veut dire que la fonction économique est une fonction importante. Vous savez qu'une localité peut avoir plusieurs fonctions. La fonction économique, la fonction culturelle, avec des universités, des écoles. Vous voyez bien, la fonction économique, elle doit être privilégiée, elle doit être portée au pinacle. Si Sadiq Khan fait cela, si M. Trump est aujourd'hui de dire au monde, nous faisons du business, il faut faire du business. Et au niveau local, ce business-là doit être entretenu en donnant un coup de pouce au secteur informel et à l'entrepreneuriat féminin. Et aussi à la digitalisation, surtout la digitalisation foncière. Il faut une digitalisation foncière pour préserver le bien commun et pour protéger nos populations contre l'accaparement des terres. Parce que cela sera une bombe. Ce sera une bombe à retardement, l'accaparement des terres. Ce ne sera plus tolérable. Parce que nos populations sont des populations jeunes et qui, pour un rien, vraiment expriment un militantisme ou une révolte qui ne dit pas son nom. Donc, globalement, les leviers sur lesquels il faut appuyer de façon forte, c'est booster l'économie en essayant de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, en aidant le secteur informel, non pas à le formaliser, en créant des coopératives qui puissent de capter, par exemple, la commande publique locale. La commande publique locale. Or, aujourd'hui, on sait que la commande publique locale échappe aux acteurs à la base. Par exemple, dans un collège qui se trouve dans une zone rurale, lorsqu'il s'agit de réparer les tables, il faut mettre à contribution les menuisiers de la localité. Ça, c'est le minimum. Mais on ne le fait pas. Il s'agit de confectionner des blouses pour les élèves. Mais la primeur doit être accordée aux tailleurs qui sont dans la zone. Voyez, on va pour booster l'économie locale, tout à fait. Il faut booster l'économie locale. Même le maire de Londres est en train de quitter Londres pour venir en Afrique et faire du business. Le business est le cœur du développement local. On ne peut pas faire le développement local sans le business, les affaires. Et ça, moi, je soutiens Mordicus. Il faudrait aller vers cela. Et aujourd'hui, le brillant Premier ministre est en train de faire un travail remarquable par rapport au pôle territoire. Et moi, j'ai foi en l'avenir avec ces pôles territoires. Parce que ces pôles territoires-là seront des creusets de développement. Ok, merci beaucoup, Monsieur Wan. Merci beaucoup encore pour ces éclairages pertinents. Moi, j'ai envie de vous demander aussi par rapport, parce qu'il y a plusieurs points qui ont été soulevés. On a parlé des diagnostics. On a émis un diagnostic plus ou moins général des actions donc de ces élus locaux-là. Mais moi, j'ai envie de vous demander aussi, est-ce que c'est le même diagnostic qui est posé pour autant pour les institutions locales donc en milieu urbain que les institutions de gouvernance locale en milieu rural? Est-ce que c'est à peu près les mêmes contraintes, on va dire les mêmes défis et les mêmes enjeux, ou est-ce qu'il y a des différences fondamentales que vous pouvez peut-être nous présenter? Si vous faites un micro-trottoir ou si vous faites un sondage sur l'Internet et vous voulez recueillir une perception de l'action des collectivités locales, je suis sûr que vous aurez un discours péjoratif, un discours négatif, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. La seule différence, c'est qu'en milieu urbain, il y a plus de capitaux, c'est-à-dire
la commune est plus riche. Vous voyez bien, hein? C'est une question de richesse. Hein? Mais l'insatisfaction reste présente. Vous voyez bien, que l'on soit en milieu rural ou en milieu urbain, les maires ont vraiment une mauvaise image. On ne sent pas vraiment l'impact, on ne sent pas des mesures impactantes. Alors que les élus locaux doivent discuter et adopter des mesures qui engagent le présent et l'avenir des populations à la base. Donc, je vous vois venir. Est-ce qu'à Dakar, le maire est bien plus perçu qu'un maire qui se trouverait dans une autre localité? Je crois que, en tout cas, l'insatisfaction, je ne crois pas que les Dakarois soient trop satisfaits de leur maire. Vous voyez bien. Pour moi, globalement, je dis globalement, l'insatisfaction est présente aux politiques menées par les élus locaux de façon globale. Merci beaucoup pour ces précisions aussi. Hein, oui, c'est sûr que le milieu peut apporter des différences fondamentales compte tenu des opportunités différentes qui existent entre ces institutions-là de gouvernance locale. Et aussi, dans vos discussions, vous parliez d'une problématique qui nous intéresse particulièrement, parce que quand on parle de politique sociale transformatrice, sans le nommer, on pense vraiment ou on œuvre vraiment à des actions de transformation et en actionnant vraiment les leviers où ça bloque. Et parmi ces leviers-là, il y a justement la problématique donc de l'égalité entre les sexes. Et vous évoquiez tout à l'heure dans votre présentation une question fondamentale, à savoir justement la problématique de l'accès à la propriété foncière. Est-ce que vous pourriez y revenir, justement, nous parler un peu plus de ces problématiques-là et nous dire en quoi, justement, les élus locaux, en quoi leurs actions peuvent-ils aider à trouver une solution ou en tout cas à amoindrir l'effet que, justement, c'est l'égal accès à la propriété foncière, ces effets que ça a sur l'économie, justement, on parlait de l'économie locale, le fait que les femmes ne puissent pas accéder à la propriété foncière est également une contrainte majeure à leur autonomie financière parce qu'elles ne pourront pas agir, en tout cas de façon optimale, n'ont pas les mêmes chances égales de pouvoir participer à la vitalité économique au niveau local. Est-ce que très rapidement, vous pourriez y revenir sur cette problématique-là? Oui, docteur, vous parlez de la brûlante question de l'égalité entre hommes et femmes par rapport à la propriété foncière. Vous savez que les collectivités territoriales ne font pas face seulement à l'insuffisance des ressources financières. Il y a des pesanteurs d'ordre social, des pesanteurs d'ordre culturel, pardon. Ces pesanteurs d'ordre culturel font que, par exemple, l'entrepreneuriat féminin ne peut pas se développer. Parce que, par exemple, dans le Wallon, on voit de mauvais œil qui nous parlent dans les champs. Plutôt, les femmes sont cantonnées dans le jardinage, vous voyez bien. Parce que, sur le plan socio-culturel, les femmes n'héritent pas de la terre. Et ça aussi, c'est une entrave pour le développement local. Parce que c'est les femmes qui sont plus nombreuses. Numériquement, les femmes sont plus nombreuses en milieu rural. Donc, c'est des bras en moins. Alors qu'il faudrait développer cet entrepreneuriat féminin. Et là, c'est un travail en profondeur qu'il faut faire pour convaincre les gens. Parce que c'est des pesanteurs séculaires. Et je sais que pour convaincre, ce n'est pas facile. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. Et ce travail-là n'a pas été fait. Et à mon entendement, ce travail-là n'a pas été fait. Faire en sorte que les femmes puissent également, comme les hommes, avoir la propriété foncière, céder à une propriété foncière. Parce que, comme je vous l'ai dit, docteur, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et elles sont plus motivées également. Et si la femme réussit, c'est la famille qui réussit. Parce que lorsque l'homme réussit, il va épouser 2 femmes, 3, 4 femmes. C'est sa logique. Alors que la femme, c'est la logique de la réussite de la famille. C'est la réussite de la famille qui importe plus à la femme. Et je sais que si on donnait un coup de pouce, si on faisait en sorte que les femmes puissent accéder à ce qu'on appelle l'autonomisation financière à travers un entrepreneuriat bien réfléchi, on pourrait trouver des solutions. Il y a des pistes. Et les femmes peuvent créer des milliers d'emplois. Parce que des études ont montré que les femmes gèrent mieux que les hommes. Je vous l'ai dit, un homme, quand il réussit, il a 2, 3, 4 femmes. Vous voyez bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut qualifier de vraiment d'incroyable. Le fait qu'on prive les femmes d'accéder
à la propriété foncière compte tenu des passages. Tout à fait. Et ça, justement, dans le cadre de ce dispositif-là de gouvernance locale, c'est quelque chose qui, normalement, le fait de cette proximité-là, en tout cas, que ça amène avec les populations locales, et aurait pu être utilisé comme un levier, carrément, comme un levier pour solutionner cette problématique-là. Et vous le dites, l'enjeu, il est là, il reste intact. Et dans ce cas-là, moi, je vous dis, on s'en va tranquillement vers la fin donc de notre émission. Alors, compte tenu de tout ce que vous avez présenté, de tout ce que vous avez évoqué de façon vraiment très pertinente, alors, quelles recommandations est-ce que vous donneriez à ces élus locaux-là, justement, pour renforcer leurs actions, les actions qui posent, leurs actions, leur mandat auprès des populations, donc, selon vous? J'invite les élus locaux à avoir des compétences sociales. Compétences sociales, vous me direz valeurs morales. Parce que pour développer une localité, il faut avoir l'amour de la localité. Il faut avoir le sens de protection de l'intérêt général. Or, on sent qu'il y a une déprotection de l'intérêt général dans beaucoup de communes avec la boulimie foncière. Et les maires sont impliqués dans beaucoup de scandales fonciers. Voyez bien, dans beaucoup de litiges fonciers. Donc, il faut en revenir à des valeurs morales, à l'éthique, la gouvernance éthique et démocratique. Surtout la gouvernance éthique. Parce que pour gérer, il faut gérer un bon père de famille. Il faut gérer un bon père de famille. Or, c'est ce qui manque au niveau des collectivités territoriales. Je ne vais pas revenir sur le cas de certains maires qui ont été embarqués ou qui ont eu des démêlés ou des déboires judiciaires. Je ne vais pas revenir pour ne pas créer de frustration. Vous voyez bien. Mais tout compte fait, il faut qu'au niveau des élus locaux, on ait plus de compétences sociales. Par compétences sociales, je ne suis pas sûr que vous êtes d'accord avec moi, j'entends les valeurs morales. Les compétences sociales, c'est des valeurs morales. C'est le surpassement. C'est vouloir vraiment une récompense morale par rapport au travail bien fait qu'on a accompli. Et c'est ça qui manque, l'engagement, la détermination, la niaque. Mais considérez que vraiment le développement de votre collectivité territoriale et tout ce qu'il faut faire comme action, les mener de façon totale, de façon vraiment sans limite et sans réserve, se donner à fond dans la gestion au quotidien des collectivités. Et il faut dire aussi que certains maires ne résident même pas, ne se réveillent même pas dans le collectivité. C'est des maires non résidents. En droit, il faut faire la différence entre le domicile et la résidence. Le domicile, c'est là où on est censé vivre, et la résidence, c'est là où on habite effectivement. Il y a beaucoup de maires qui ne se réveillent pas dans leur localité. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas au quotidien les problèmes des populations à la base. Et là aussi, il faut y mettre fin. Il y a également des maires vraiment qui sont lessivés, qui sont fatigués parce qu'il y a plusieurs mandats. Et au Sénégal, c'est curieux, il n'y a pas de limitation du maire. Même s'il n'y a pas de limitation, il faut savoir passer la main quand même. Vous voyez bien, quand on est maire pendant 4 mandats, et c'est la sclérose. Vous voyez bien, tout part en vrille. On n'a plus la possibilité d'apporter du sang neuf dans la gestion. Voilà. Donc, j'invite les maires à avoir une posture éthique. Une posture éthique. C'est la posture éthique qui est la clé de voûte, qui est vraiment de la bonne gestion des finances locales. Les finances locales sont insuffisantes, il faut bien les gérer. Il faut gérer un bon père de famille. Donc, il y a la dimension aussi politicienne qu'il faut enlever. Le clientélisme politique. Moi, j'aborde le clientélisme politique. Le clientélisme politique force le jeu démocratique à la base. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement le fait de voter. La démocratie, c'est seulement aussi permettre à des gens de résoudre leurs problèmes au quotidien. Tout à fait, tout à fait. La démocratie économique, elle est importante. Si vous permettez à une personne de voter pour le maire, alors qu'en retour, le maire ne fait pas un travail pour le tirer en Bangladesh, il y a un problème. Il y a un réel souci. Nous avons une population très jeune, une population impatiente. Si jamais à la base, on ne porte pas des solutions, c'est une bombe à retardement. C'est une jeunesse-là que j'ai vue là, impatiente, vraiment débordante. Cette énergie-là, elle peut la verser dans des communautarismes ou dans des idéologies vraiment qui vont mettre en place notre vivre ensemble. D'où l'importance de vraiment parer au plus pressé et de mettre en œuvre
parce que comme on dit toujours, tout l'arsenal institutionnel et juridictionnel est là, mais c'est vraiment dans la mise en œuvre où le bas blesse. Et voilà, d'où la pertinence donc de nos actions, hein, de plaidoyer, de réflexion, hein, pour que justement les populations, les experts que vous êtes puissent vraiment porter la parole auprès des populations qui elles, ce sont finalement, c'est elles les principales, on va dire les bénéficiaires, hein, celles sur qui les politiques sociales sont censées donc transformer, hein, fondamentalement, de façon très structurante, on va dire, hein, de façon très structurante, parce que c'est ça l'idée de promouvoir, de parler des politiques sociales, quels sont les acteurs qui sont impliqués, quelles sont les contraintes auxquelles ils sont confrontés, qu'est-ce qu'ils devraient faire. C'est ça vraiment tout le sens, hein, de la mission, hein, que s'est donné le GAR PSTA. Hein. Faire le plaidoyer, faire la promotion, la mobilisation autour des politiques sociales, dire que l'arsenal, il est là, hein, l'arsenal juridique, institutionnel, il est là. Maintenant, la mise en œuvre, c'est le volet opérationnalisation qui cause problème. Pourquoi il faudrait, avant de s'engager, avant d'aller de l'avant, il faudrait vraiment prendre le temps de réfléchir, de parler sur ce qui ne va pas, afin de lui trouver donc des solutions. En tout cas, encore une fois, M. Wan, merci beaucoup pour ces analyses expertes et pertinentes. Donc, on voit bien qu'on est toujours dans la thématique, donc dans votre domaine d'expertise, la décentralisation, ses principaux acteurs, les contraintes, les diagnostics. Vous nous l'avez bien démontré. Encore merci au nom donc, du GAR PSTA. Nous retenons de cette discussion que les élus locaux, hein, jouent un rôle fondamental dans l'orientation et la mise en œuvre des politiques sociales à l'échelle territoriale. Grâce à leur proximité avec les populations, ils peuvent identifier les besoins réels, mobiliser les leviers concrets et porter des initiatives innovantes et inclusives. Cependant, comme vous l'avez dit, leur action reste souvent limitée par le manque de ressources, de formation ou vraiment les marges de manœuvre qui sont très limitées. Il est donc essentiel, comme vous l'avez dit, de les accompagner, hein, je reprends vos termes, donc qu'ils aient un peu plus de compétences sociales, un peu plus de moralité, donc une gouvernance éthique, donc des peu de ressources qui existent, que ça soit vraiment administré de façon éthique, de renforcer leurs capacités et de promouvoir une gouvernance locale qui soit plus équitable et participative. Donc une gouvernance démocratique qui implique tout le monde, qui inclut tout le monde. Donc, et ça, vous l'avez dit aussi, c'est-à-dire qu'on lutterait contre le clientélisme politique. Le maire, il n'est pas là pour sa clientèle politique, mais il est là pour les populations locales. Alors, encore merci pour vos éclairages pertinents et donc vos recommandations précises. Votre expertise sur la décentralisation et l'action publique locale nous a apporté un éclairage essentiel aux enjeux actuels des politiques sociales en Afrique de l'Ouest. Je vous laisserai le dernier mot et moi je dis merci beaucoup au nom du GAR PSTA. Vous avez la parole pour le mot de la fin, Monsieur Watt. Pardon. Je voudrais saluer l'action du GAR PSTA. Le GAR PSTA est une composante, vraiment est un élément essentiel de la société civile de développement. Au contraire de la société civile friande de Charibani. Nous avons besoin de la société civile de développement comme le GAR PSTA. Vraiment, je voudrais saluer le travail que vous avez fait. C'est un travail vraiment qui est au service du développement du citoyen à la base. Parce que le développement, c'est le développement à la base. Moi, je soutiens Mordicus que le développement se construit à la base. Si on a des acteurs vertueux au sommet de l'État, aujourd'hui on en a des acteurs très vertueux au sommet de l'État avec le président et le premier ministre. Mais si à la base vraiment le bas blesse, vraiment, c'est l'anarchie, c'est la gestion des fonds des finances publiques. Donc tout cela va au volo. Et donc je voudrais très sincèrement vous remercier et vous féliciter de l'action précieuse que vous menez pour développer les collectivités territoriales de l'Afrique de l'Ouest au service des Africains. Merci, docteur. C'est nous qui vous remercions encore une fois, M. Wan, et à très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir.
Au revoir, à très bientôt.